Les deux là, ce sont les jumeaux Cray. Et il se peut qu'ils vous disent quelque chose. Si vous avez vu le film Légende avec Tom Hardy, alors vous devriez probablement avoir une idée. Sinon, vous avez tout intérêt à regarder cette vidéo, car elle vous permettra de comprendre pourquoi ces deux frères ont tant marqué l'histoire du grand banditisme britannique. Certains les décrivent même comme étant les criminels de Grande-Bretagne les plus dangereux de tous les temps. Les jumeaux Cray ont en effet régné sur la pègre londonienne pendant près de 15 ans. Fraude à grande échelle, meurtre, agression et racket étaient ainsi le mode opératoire de ce duo de malfaiteurs pour atteindre les sommets du crime organisé. Si l'on devait décrire leur vie en un mot, alors ce serait certainement atypique. Atypique tout d'abord, parce que voir deux jumeaux à la tête d'une puissante organisation criminelle n'est pas chose courante. Mais surtout atypique dans la façon dont ils ont grimpé les échelons de la pègre. Immergeons-nous alors ensemble dans ce Londres des années 50 et 60, afin de comprendre comment les jumeaux Cray sont devenus ces légendes criminelles si connues outre-Manche. Mike Wellgone, that looked a lot like the old Mike Tyson, man. Well, yeah, I felt a little anxious, but as I calmed down, I said, I'm going to tell you, try to play some solid punches to the body, and I appreciate the fact, I like to say, thank you to the Cray family for sending me flowers and giving me support. And I don't care what no one say, no one would ever let me make me denounce you. I appreciate you writing me letters, Mr. Reginald Cray. Thank you very much, sir. Les jumeaux Cray naissent le 24 octobre 1933 à Hoxton, dans la banlieue est de Londres, la partie la plus pauvre de la ville. Ils viennent au monde avec 10 minutes d'écart. Reginald Cray, dit Reggie, naît le premier, suivi de Ronald Cray, dit Ronnie, son frère jumeau. Les Cray descendent de marchands de chevaux bohémiens. Leur père, Charles Cray, vagabond dans l'âme, est un vendeur de marchandises en tout genre. Leur mère, Violette Lee, est quant à elle femme au foyer. Ensemble, ils ont 3 enfants, dont Charlie, l'aîné, et les 2 jumeaux, Reggie et Ronnie. Durant leur petite enfance, les jumeaux Cray sont inséparables, et semblent alors n'avoir besoin de personne pour s'amuser, sinon l'un de l'autre. Les 2 frères se différencient toutefois au niveau de leur personnalité. Reggie paraît en effet plus intelligent et extraverti que Ronnie, son frère jumeau au tempérament changeant. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, les jumeaux Cray sont âgés de 6 ans. À cette période, ils ont déjà un petit aperçu de la banlieue dans laquelle ils vivent. Le East End, une banlieue pauvre située à l'est de Londres, notamment connue pour ses boxeurs et ses criminels. En fréquentant les jeunes garçons de leur âge, les frères Cray se tournent rapidement vers la violence. Reggie et Ronnie participent alors régulièrement à des bagarres de rue et délaissent progressivement l'école. Les 2 frangins n'ont que 8 ans, mais semblent déjà entrer à ce moment-là dans un monde obscur et brutal où la violence est monnaie courante. Là-bas, les jumeaux apprennent un nouveau code de valeurs, qui promeut notamment la ténacité, la fierté, le mépris des femmes, les vertus familiales, la loi du silence, et surtout, la volonté de se dépasser. En fréquentant ce sombre monde, le destin des jumeaux commençait ainsi à se dessiner. Habitués des combats de rue depuis leur plus jeune âge, Reggie et Ronnie entament par la suite une carrière de boxeurs. La boxe leur permet alors d'avoir un avant-goût de la célébrité, et un peu d'espoir pour l'avenir. Mais elle les éloigne aussi de la rue, et leur apprend discipline et persévérance. À cet instant, leur entraîneur de boxe voit en eux 2 styles de combattants.
Ronnie, le compétiteur endurci et déterminé, très difficile à stopper. Et Reggie, le combattant redoutable qui donne déjà l'impression d'avoir l'expérience d'un ancien boxeur. Des deux jumeaux, Reggie est clairement celui qui a le profil pour devenir le futur champion. Ensemble, les jumeaux Cray s'entraînent dur et prennent très au sérieux leur nouveau style de vie. Ils sont toujours à l'heure à l'entraînement, ils ne boivent pas, ils ne fument pas, et semblent complètement négliger les filles de leur âge. À 16 ans, ils entrent dans le monde professionnel de la boxe et remportent quasiment tous leurs combats. Pour autant, cela ne les empêche pas de continuer les bagarres en dehors du ring. En participant notamment à des combats de rue entre gangs, qui étaient à cette période de plus en plus nombreux dans leur quartier. À côté de la boxe, les jumeaux Cray participent donc à ces rixes entre bandes. Dans ces bagarres clandestines, ils sont d'ailleurs considérés comme les plus sauvages au combat. Reggie et Ronnie n'hésitent pas à utiliser des chaînes, des bouteilles cassées, voire des couteaux pour se défendre. Leur fureur et leur plaisir de faire souffrir leurs adversaires pouvaient alors terroriser leurs propres alliés. C'est dire. Leur double vie est ainsi pendant longtemps un secret bien caché. Malheureusement pour eux, elle est finalement révélée au grand jour lors d'un après-midi d'été 1951. Ce jour-là, Ronnie Cray insulte et frappe un policier à la mâchoire devant une dizaine de témoins. Arrêté et mis en détention provisoire, il est ensuite rejoint par Reggie, qui part frapper le même policier. Et ce, dans les heures qui suivent l'arrestation de Ronnie. L'idée d'être séparé de son frère jumeau était impensable pour lui. Les deux frères, condamnés à un sursis avec mise à l'épreuve, révélaient donc au grand jour leur autre vie, ce qui mettait alors gravement en péril leur carrière de boxeur. L'année suivante, les frères Cray sont enrôlés dans le service militaire national et sont appelés à servir dans le régiment d'infanterie de l'armée de terre britannique. Là-bas, les jumeaux ne prennent rien au sérieux. Les deux tentent en effet de s'enfuir quelques minutes seulement après être arrivés. Lors de leur courte cavale, ils blessent alors un caporal et agressent un agent de police. Suite à ces actes délictueux, leur service militaire ne fait donc pas long feu. Reggie et Ronnie sont même contraints de séjourner dans une prison militaire, où ils continuent toujours leurs méfaits. En effet, dans ce lieu de détention, les jumeaux Cray piquent régulièrement des crises de colère, ce qui les poussait parfois à commettre l'impensable, comme jeter un seau de latrine sur un sergent, menotter un gardien de prison, ou encore mettre le feu à leur lit de prison. Intenables, les Cray sont plus tard envoyés dans un autre lieu d'emprisonnement. Cette fois-ci, dans une prison civile où ils doivent purger la peine des crimes commis pendant leur service militaire. Lorsqu'ils en sortent, les jumeaux ont un projet ambitieux. Se faire une place dans la pègre londonienne. Après leurs graves fautes commises durant leur service militaire, les Cray mettent définitivement fin à leur carrière de boxeur.
Leur ambition est à présent la suivante. Intégrer le milieu criminel londonien. À cette époque, dans les années 50, le crime organisé est déjà bien ancré dans la capitale anglaise. Deux grands gangsters dominent alors le secteur, dont Jack Comer, dit Jack Spot, et Billy Hill. Confiants dans leur capacité à se faire une place dans ce milieu, les jumeaux commencent ainsi à prendre progressivement leur marque, en se focalisant notamment sur le business de la nuit. Dans le monde nocturne londonien, leur entourage les décrit alors comme étant plutôt innocents, polis, charismatiques, désintéressés de l'alcool et des femmes, toujours un peu à l'écart des autres, et particulièrement observateurs. Mais ce que tout le monde remarque, et ce depuis leur arrivée dans la pègre londonienne, c'est le sentiment d'étrangeté et de danger qui émane d'eux. En 1954, les frères Cray achètent leur premier club, The Regal, un salon de billard délabré qu'ils réussissent à remettre à neuf. Ce dernier leur sert principalement de QG, mais leur sert aussi à mener diverses opérations de racket. Grâce à ce club, les Cray pouvaient enfin entamer leur ascension dans la pègre londonienne. Dans cet établissement, les affaires marchent alors plutôt bien, malgré quelques événements insolites arrivant de temps à autre. Parmi eux, on peut notamment citer la fois où Reggie a cassé la mâchoire d'un homme parce qu'il l'appelait fiston à de multiples reprises. Ou encore lorsque Ronnie a amené des nains et des gens du cirque pour les faire boire au club. Mais l'une des anecdotes les plus hilarantes est sans doute la fois où Ronnie a emmené un singe au club en déclarant à son entourage qu'il lui apprenait à parler. Ce club donne alors l'opportunité à Ronnie Cray d'affirmer un style dont il a toujours rêvé. Un style à l'image d'Al Capone et des gangsters de Chicago des années 20. À savoir discret, sombre, muni d'un costume à double boutonnage, une cravate à nœuds serrés et un manteau à épaules rembourrées. Les débuts des jumeaux Cray dans la pègre londonienne étaient donc prometteurs. Mais cela ne satisfaisait pas encore Reggie, qui souhaitait en avoir plus. Car ce qu'il veut, c'est atteindre les sommets du crime organisé londonien. Si l'on devait définir le rôle de chaque jumeau dans la bande à ce moment-là, alors on pourrait dire que Reggie est le businessman. Certainement le plus sain et le plus responsable des deux jumeaux, il veille à ce que les affaires tournent correctement. Ronnie, lui, est le plus fantasque des deux frères. Typiquement le genre de gangster extravagant, totalement obsédé par les armes à feu, les querelles de gang, ainsi que le style de vie d'Al Capone. Pour faire simple donc, lorsqu'il s'agit d'affaires, c'est Reggie qui est aux manœuvres. Par contre, lorsqu'il est question de se friter avec les bandes rivales, c'est Ronnie, le colonel, surnommé ainsi par son entourage, qui prend les initiatives. À 22 ans, les jumeaux Cray forment ainsi un duo de malfrats redoutables, qui ne prétend qu'à une chose, dominer la pègre de Londres. À cet instant, nous sommes au milieu des années 50, et rien ne semble pouvoir les arrêter. Plus tard, les deux frères participent à un sommet du crime organisé historique à Londres. Une réunion regroupant les plus grands gangsters britanniques de l'époque, tels que Jack Comer, Billy Hill, ainsi que des représentants du gang italien. Lors de ce rassemblement mafieux, Reggie et Ronnie ne sont guère impressionnés par les chefs criminels vieillissants qui les entourent.
À la limite de l'insolence, les jumeaux les considèrent même comme étant plutôt faibles et vulnérables. Ce qui leur donne des idées par la suite. En effet, après cette réunion, les Cray, confiants de leur force, ont pour projet de leur faire la guerre. Un projet ambitieux, certes, mais qui est voué à l'échec. Aucun des gangs adverses n'était en réalité prêt à mener une telle guerre. Tous semblaient unanimes, le maintien de la paix était préférable. Mais peu importe, grâce à ce sommet, les jumeaux Cray ont pu au moins montrer à leurs rivaux de quoi ils étaient réellement capables. Désormais, tous les acteurs du grand banditisme britannique savaient qui ils étaient et devaient impérativement se méfier d'eux. Suite à ce sommet, les frères Cray deviennent donc de sérieux prétendants au trône de baron du crime. Leur statut et leur réputation changent radicalement après cela. Avec leur gang nommé The Firm, en français l'entreprise, ils contrôlent alors une bonne partie de la banlieue est de Londres. Et ce, en partie grâce au système de raquettes qu'ils mettent en place. De fait, tous les clubs, bars et commerces situés dans leur zone de contrôle devaient les rémunérer copieusement. En 1956, les jumeaux Cray semblent par conséquent enfin s'enrichir. La domination de la pègre londonienne était, pour ainsi dire, à portée de main. Aptes à présent à s'acheter tout ce qu'ils désirent, les jumeaux en profitent alors pour acquérir divers biens de valeur, comme des voitures de luxe, des montres en or ou des bijoux onéreux. Un style de vie qui convient parfaitement à Reggie, mais qui ne plaît pas tellement à son frère, qui s'en lasse rapidement. En effet, ce que Ronnie préfère avant tout, ce sont ses petits jouets, les armes à feu. Complètement obsédé par les armes à feu et les guerres de gang, il aime d'ailleurs mettre à jour une drôle de liste. Surnommée la liste du colonel, elle comporte tous les traîtres et les ennemis à éliminer selon lui. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Ronnie pense être sous la protection d'un puissant guide spirituel. Lire dans les pensées de ses partenaires et repérer les soi-disant traîtres qui gangrènent son gang était ainsi ce qu'il faisait la plupart du temps. Nous sommes alors au courant du mois d'automne 1956, et il est clair qu'à cet instant, l'état psychique de Ronnie Cray n'est pas normal. Conscient de son tempérament imprévisible, son frère Reggie essaye tant bien que mal de le garder à l'abri des ennuis. Mais en vain. Ronnie allait un jour ou l'autre commettre une grosse gaffe, qu'il le veuille ou non. Ce qui est chose faite quelque temps plus tard. Tout débute en effet lors d'une querelle de gang dans laquelle un des alliés des Cray est impliqué. Cet allié en question a besoin de soutien et souhaite vivement se venger. Et qui appelle-t-il pour cela? Vous l'avez deviné, Ronnie Cray. Vous avez notre parole. Friand de violence, Ronnie le colonel s'invite donc tout naturellement à la fête. Armé jusqu'aux dents, il compte venger son ami en faisant une descente dans un des bars du gang adverse. Et c'est là-bas que tout part en vrille. Effectivement, en voyant la bande adverse leur passer sous le nez, Ronnie et ses hommes jettent cruellement leur dévolu sur le seul ennemi présent dans le bar. Tiens. Regardez qui voilà. La suite est dramatique, la victime est sévèrement passée à tabac et est proche de perdre la vie. Ce qui mettait concrètement Ronnie Cray dans l'embarras.
Et c'est le cas de le dire, puisque le 5 novembre 1956, il est arrêté et jugé suite à l'agression. La sentence est lourde. Ronnie le colonel prend 3 ans de prison. Une première donc pour les jumeaux, qui étaient désormais séparés pour une longue durée. Maintenant qu'ils sont séparés l'un de l'autre, les jumeaux Cray n'ont pas d'autre choix que de s'adapter à la situation. Ronnie, de son côté, supporte plutôt bien sa nouvelle vie de prisonnier. Les nombreux amis qu'il possède là-bas l'aident à tenir le coup. Son frère Reggie arrive également à surmonter la séparation. C'est simple, depuis que Ronnie est incarcéré, Reggie peut enfin souffler. Les guerres de gang et autres vengeances ne viennent plus chambouler ce quotidien. L'absence de Ronnie lui permet en effet d'être plus confiant et plus décontracté. D'ailleurs, sans Ronnie, les affaires tournent beaucoup mieux. Grâce à Reggie, mais aussi à Charlie, le grand frère des jumeaux qui fait également partie de la bande, le gang des Cray prospère financièrement. La vie sociale de Reggie change aussi de façon radicale. Reggie peut davantage apprécier ses sorties nocturnes dans les clubs londoniens. Et peut, pour la première fois de sa vie, s'intéresser aux femmes. Car oui, jusque-là, Ronnie l'empêchait toujours de le faire. Ronnie avait en effet un certain mépris des femmes. Et il pouvait alors faire culpabiliser son frère Reggie de la sorte. Mais qu'est-ce que t'as dans la tête en allant fréquenter ces putains de femmes? T'es en train de te ramollir? Ne sais-tu pas que les femmes sentent fort et peuvent te donner des maladies? D'ailleurs, en parlant de Ronnie, le 20 février 1958, il est transféré dans un asile psychiatrique, à Long Grove Hospital. Dans la prison où il purge sa peine, les médecins le déclarent fou et diagnostiquent chez lui un cas de schizophrénie et de paranoïa. Selon eux, Ronnie ne peut être entièrement guéri de ses troubles psychotiques et doit, pour atténuer sa psychose, prendre des traitements pour le restant de ses jours. Mais Ronnie n'aime pas beaucoup ses journées dans cet asile psychiatrique. Sa seule envie est de partir. Avec son frère Reggie, il planifie alors son évasion. Voici comment ils espèrent la réaliser. Pour sortir de l'hôpital, Ronnie se ferait passer pour Reggie, lorsque ce dernier lui rendrait visite. Une fois sorti de l'asile, Ronnie serait envoyé dans une forêt reculée pour faire profil bas. Dans sa cache, une caravane qui ne manque de rien, il devrait alors rester quelque temps afin de pouvoir ensuite quitter l'asile. Parce que oui, en vertu du règlement pénitentiaire local de l'époque, tout prisonnier certifié fou qui s'évadait plus de 6 semaines était censé refaire l'évaluation de son état de santé mentale. Ainsi, tout ce qu'aurait à faire Ronnie serait de rester quelque temps dans sa cache, le temps que sa certification de démence expire, puis de se rendre aux autorités, terminer sa peine de prison, et enfin sortir l'année suivante. Un plan bien ficelé donc, et qui a d'ailleurs marché à la perfection. De fait, Ronnie sort de prison lors du printemps 1959, et n'est désormais plus considéré fou par les médecins. À première vue, cela semble être une bonne nouvelle pour les Cray, qui se retrouvent enfin après une si longue séparation. Mais c'était oublier la démence de Ronnie,
qui, depuis son enterrement à l'asile psychiatrique, s'était aggravé. Jusque-là, Reggie et son frère Charlie avaient réussi à éviter les ennuis avec la police et prospérer financièrement. Leur diplomatie leur avait ainsi permis de faire la paix avec toutes les bandes rivales de Londres. Sans Ronnie, il était évident que leur gang, The Firm, s'en sortait beaucoup mieux. Mais maintenant qu'il était revenu de prison, c'était une toute autre histoire. Ce n'était qu'une question de temps avant que Ronnie fasse tout foutre en l'air. Et c'est ce qui s'est produit par la suite. En effet, lorsque Ronnie revient dans son séjour carcéral, la première chose qu'il trouve de mieux à faire est de s'en prendre aux Italiens, un des alliés des Cray à ce moment-là. Quand Ronnie apprend que Reggie a fait la paix avec ces derniers, il est furieux. Ronnie veut arranger les choses à sa façon, et le fait savoir en organisant une réunion avec le gang italien. À ce rendez-vous, il se lâche complètement, et leur crie les mots suivants. Les Cray n'ont pas besoin d'une bande d'Italiens indésirables. Une seule phrase donc, mais qui suffisait amplement à cacher le résultat d'une amitié rondement menée par Reggie durant son absence. Dépité, Reggie avait de toute façon compris. Maintenant que son frère jumeau était de retour, il fallait se réhabituer au climat tendu des guerres de gang. Le retour de Ronnie dans les rues de Londres, bien que redouté, n'empêche pas finalement le gang des Cray de prospérer. L'empire criminel des jumeaux atteint d'ailleurs à ce moment-là son apogée. En 1960, Reggie réussit en effet à obtenir la propriété d'un nouveau nightclub, le Esmeralda's Barn. Situé dans la riche banlieue ouest de Londres, il permet alors aux jumeaux de gagner considérablement en influence. Grâce à l'acquisition de ce club, Reggie et Ronnie changent encore de statut et deviennent de véritables stars locales. Il n'était pas rare de les voir fréquenter l'élite sociale de la capitale, comme la noblesse anglaise, les politiciens ou des grands noms du show business de l'époque, comme Frank Sinatra, George Raft, Judy Garland, Diana Dors, ou encore Barbara Windsor. Dans le Esmeralda's Barn, Ronnie ne change pas ses habitudes. Là-bas, il continue de se donner en spectacle comme il sait si bien le faire. Amener un singe en tenue de soirée, l'asseoir à une table au même rang que ses clients et lui payer ses propres gains de jeu d'argent était normal pour lui. À cette période, son frère Reggie tombe amoureux d'une jeune fille de 16 ans, Frances Shay. De 11 ans son aîné, Reggie la demande en mariage, et les deux se marient en 1965. À ce moment-là, Reggie était donc marié, son frère jumeau était libéré de prison, et les affaires florissaient. Tout allait donc pour le mieux pour les Cray. Mais ça, c'était jusqu'à ce que Ronnie recommence à faire des siennes. Pour bien vous expliquer cela, il est important de resituer le contexte. À cette époque, les jumeaux Cray sont à la fois influents dans la banlieue est et ouest de Londres, et dominent alors presque tous les secteurs de la capitale. Pour poursuivre leur expansion, deux stratégies se distinguent. Pour Reggie, il faut continuer à renforcer la présence du gang dans la banlieue ouest de Londres, en achetant toujours plus de clubs et de casinos. Pour Ronnie en revanche, c'est une autre histoire. Selon lui, il faut mener la guerre contre tous les gangs londoniens encore actifs. Et quand Ronnie parle de gangs londoniens encore actifs, il pense bien évidemment aux Richardson.
Basés dans le sud de Londres, les Richardson sont réputés pour être les gangsters les plus sadiques de la capitale. Surnommés le gang de la torture, ils sont connus pour avoir des spécialités bien à eux. Comme le fait d'arracher les dents de leurs ennemis à l'aide de pinces, couper des orteils avec des coups boulons, ou bien clouer au sol leurs ennemis avec des clous de 15 cm. Autant dire qu'ils n'étaient pas du genre à renoncer facilement à leur territoire. Mais ça, le colonel Ronnie en a strictement rien à faire. Les Richardson étaient de toute façon dans sa liste des personnes à tuer. Et il projetait ainsi de leur déclarer la guerre. À ce moment-là, Ronnie ne le sait pas encore, mais son initiative belliqueuse allait conduire les Cray vers leur chute. Avec son armée de soldats, Ronnie se prépare ainsi à une guerre qui s'annonce explosive. Dès lors, chaque membre du gang The Firm reçoit une arme automatique pour se défendre en cas d'attaque. Ronnie, lui, passe des heures à soigneusement huiler ses joujoux. Autrement dit, ses armes à feu. Nous sommes au milieu des années 60, et la guerre entre les Cray et les Richardson commence enfin. Pour Ronnie, ce sont clairement les plus beaux jours de sa vie. Cet affrontement avec les Richardson est enfin pour lui l'opportunité d'assouvir ses pulsions meurtrières. Avec son frère Reggie, qui l'accompagne évidemment dans cette bataille, et leur gang, The Firm, ils sont fin prêts. Pour une fois, les Cray avaient un ennemi qui valait la peine d'être combattu. Mais contre toute attente, la guerre entre les Cray et les Richardson avorte. Les leaders des Richardson, impliqués dans une autre bagarre de gang, sont en effet arrêtés et emprisonnés par la police, avant même que le spectacle commence. Les jumeaux, sans lever le petit doigt, avaient par conséquent défait un de leurs ennemis les plus redoutables. Un dénouement qui rassure Reggie, mais qui frustre énormément son frère jumeau. Déçu de ne pas avoir pu essayer ses petits jouets, Ronnie est très en colère et décide unilatéralement de s'en prendre à un des membres des Richardson. George Cornell, l'une des dernières grandes figures des Richardson encore en liberté. Tout se passe lors d'une soirée de mars 1966. Ce soir-là, George Cornell est assis tranquillement avec des amis au fond d'un bar. À cet instant, il ne le sait pas, mais Ronnie est en route pour le descendre. Il est donc environ 8h30 du soir quand Ronnie entre dans le pub, quasiment vide. George Cornell, tout sourire, remarque alors sa présence. Eh bien, regardez qui va là. Sauf que Ronnie ne lui répond pas. En fait, il lui avait déjà tiré une balle en pleine tête. Ce meurtre, effectué de sang-froid, était ainsi le point de départ des futurs problèmes des jumeaux Cray. I was talking to George. He was a regular customer. And all of a sudden he said, "Look who's here." And as I turned, Ronnie Cray came in with another fella. And as they came level, Ronnie and the other chap just suddenly had guns in their hand. Shot George and then turned towards me. And it's the only time I think I've seen Ronnie smile. And I thought, I think he's going to shoot me.
And I realised that if I ran up the stairs, I could get shot in the back. So I just ran for the cellar and jumped the whole of the cellar stairs. And I was scurrying round there like a frightened rabbit. And then it went very, very quiet. And I came up the stairs and Patsy, the governor of the pub, said to me, "Who is it?" And I said, "George Cornell." And I said to him, "Get me tea towels out of the steriliser." But I didn't realise how much of the back of his head was missing. All the blood was coming from the back and bits of brain. And I was trying to hold it together. Après l'assassinat de George Cornell, Ronnie Cray est étonnamment plutôt content. Tuer un ennemi au grand jour, tel un vrai gangster, a en effet toujours été un de ses rêves. Dans sa cache, où il fait profil bas, il aime d'ailleurs se remémorer avec passion les détails du meurtre. Comme le bruit de l'arme, le recul après le tir, le regard surpris de Cornell, et la façon dont sa tête a éclaté. Pendant que Reggie s'occupe de le couvrir, lui de son côté n'éprouve aucun remords, et est plutôt joyeux. Cet horrible homicide allait cependant se retourner contre eux. En effet, plusieurs partenaires de business arrêtent de collaborer avec les Cray suite au meurtre de George Cornell. Ce drame salit alors l'image des jumeaux et leur fait perdre beaucoup d'argent. Eux qui étaient avant prospères dans les affaires, voyaient désormais leur empire criminel s'écrouler. Pour oublier cette situation désastreuse, Reggie boit beaucoup. Ronnie de ce côté se demande qui sera le prochain sur sa liste. Une liste qui ne fait d'ailleurs que grandir au fil des jours. Car selon Ronnie, beaucoup de personnes doivent encore y passer. Mais il est déjà trop tard. Un inspecteur du nom de Nipper Reed était sur le point de jouer les rabat-joie. Inspecteur en chef de la brigade des meurtres de Londres, Nipper Reed est chargé à cette période de mener une enquête secrète, qui a pour but d'inculper les frères Cray et de les mettre derrière les barreaux. Pour ce faire donc, il établit une stratégie astucieuse. Connaissant la difficulté d'incriminer les jumeaux, il décide de jeter son dévolu sur un de leurs points faibles, leur passé. Effectivement, pendant plus de 12 ans, les Cray ont extorqué, blessé et commis divers crimes qui ont touché plusieurs victimes. Pour condamner les Cray, il fallait donc trouver ces victimes et les faire parler. Une tâche longue et difficile, mais qui était pourtant la seule façon selon Nipper Reed de les coincer. L'inspecteur Reed et son équipe s'attellent alors à la tâche. Au fil du temps, ils réussissent à glaner de nombreuses preuves et commencent à constituer un dossier solide pour arrêter les jumeaux. « 9 mois sont nécessaires à Nipper Reed et sa brigade pour obtenir assez de preuves des témoins. Tout était ainsi réuni pour faire le procès des puissants barons du crime londonien. La seule chose qu'il leur restait à faire, c'était de les arrêter. L'arrestation est prévue pour le 9 mai 1968, à l'aube. Ce jour-là, les policiers réussissent à prendre par surprise les jumeaux dans leur sommeil. Les gangsters, qui revenaient d'une soirée bien arrosée, sont facilement cueillis par Nipper Reed et ses collègues à 5 h du matin. Arrêtés et envoyés en détention préventive,
Les jumeaux étaient par conséquent contraints de répondre de leurs actes criminels devant la justice. The 34-year-old ex-boxer twins, Reginald and Ronald, came here early this morning with flying squad officers, and they're still here. They were in bed when the squad called at their home in Shoreditch at about 6 o'clock this morning. Later, their older brother Charles came here also with police. If anybody twins were well-known amateur lightweight boxers up to about 10 years ago. They have wide interests in the theatre and in entertainment, and they're well known for their fundraising work for charity. For some years they've been concerned in the running of a number of West End and East End clubs, among them Esmeralda's Barn, just off Knightsbridge, which was once a famous theatrical night spot. In the East End they had the Kentucky and the Double R. Le procès commence le 6 juillet 1968. Dans une salle d'audience bondée. Au tribunal, Reggie et Ronnie sont relativement confiants et pensent s'en tirer facilement. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que les témoins présents à ce procès sont des personnes de leur entourage, dont certains membres de leur gang qui ont la ferme intention de révéler un témoignage préjudiciable pour leur innocence. Autant dire que leur chance de s'en sortir à cet instant était minime. Suite à ce mauvais coup du sort, les jumeaux Cray sont résignés et attendent fatalement la sentence des juges. Courant mars 1969, les résultats du procès tombent. Reggie et Ronnie Cray sont condamnés à la prison à vie et doivent purger une peine de 30 ans minimum, avant d'espérer une possible liberté conditionnelle. Les deux frères jumeaux, âgés seulement de 34 ans, devaient ainsi passer le restant de leurs jours enfermés en prison. Quand ils arrivent en prison, les jumeaux Cray sont accompagnés de leurs associés de gang. Leur organisation criminelle, The Firm, disparaissait des rues de Londres avec eux. En prison, les jumeaux sont séparés pendant 3 ans. Une période pendant laquelle chacun vaque à ses occupations comme il peut. Reggie en s'exerçant à la musculation, et Ronnie en peignant toujours le même tableau. Un paysage de campagne avec un chalet éloigné et un arbre. En 1979, Ronnie est une nouvelle fois déclaré fou par les médecins et est par conséquent renvoyé à l'asile psychiatrique. Il reste d'ailleurs là-bas jusqu'à sa mort, soit jusqu'au 17 mars 1995. À 61 ans, Ronnie Cray succombe en effet à une crise cardiaque, à 4 ans à peine de sa possible mise en liberté conditionnelle. Reggie, lui, est un peu plus chanceux. Il est libéré le 26 août 2000, à l'âge de 66 ans, et ce en raison de soucis de santé. Mais meurt seulement un mois après sa libération, le 1er octobre 2000.
Que donc penser de la vie des jumeaux Cray? Perçus comme étant les gangsters les plus influents de l'histoire britannique, ce duo de malfrats a en effet réussi à gravir les échelons de la pègre londonienne pour se hisser au rang suprême de baron du crime. L'intimidation, le racket, la fraude et bien sûr le business de la nuit leur ont dès lors permis de développer un royaume criminel à presque eux tout seuls. Ce qui a causé leur perte et sans conteste leur manque de sérieux. Et quand on parle de manque de sérieux, on pense bien évidemment aux multiples frasques de Ronnie. Sans lui, Reggie aurait certainement pu aspirer à mieux, en développant peut-être un empire encore plus pérenne. Mais bon, le destin en a décidé autrement, et c'est tant mieux pour la quiétude des rues de Londres. Finalement, on peut dire que les jumeaux se sont détruits eux-mêmes. Un dénouement assez cocasse, mais qui démontre alors toute l'originalité de ce duo de brigands, comme on en voit peu dans l'histoire. How much has this trial cost you? It's cost us roughly £8,000. And how do you feel about that? I don't suppose anyone likes the idea of spending that money for no reason at all, you know. Does it leave you broke, or how does it leave you? It doesn't leave us broke, but at the same time it's a lot of money to have to pay out when one is innocent, you know. A lot of people have got the impression from this trial that Clubland, London, is very tough. Do you think it is? You run a couple of clubs. Well, in all clubs you get an occasional drunk, you know, and sometimes have to be slung out, and that's why there's doormen and that, but I suppose it's like Clubland all over the world, really. It's just the same as... I don't suppose it can be that bad, else people won't go to them, really, would they? Ronald, what do you think about Clubland in London? Well, I think most clubs are very respectable, you know, and I don't think there's any trouble at all in them, except occasionally. Can you tell me why, during the trial, you didn't give evidence? Well, we was advised by legal people not to give evidence. Why was that? Well, the law of this country is well established. The onus is on the prosecution to prove its case. Counsel for these two men and the third defendant were quite satisfied in their own mind, as I in my own humble way was as well, that the prosecution had not proved their case, and there was no obligation on these men to go and make any answer to any of the allegations against them. What are you going to do now that it's all over? I like to have a bit of family life now, you know. I intend to get married in the near future. I did before this case, but it's put back over the case, and let's get married as soon as possible, you know. Ronald, what are you going to do now? Well, I'd like to go abroad for a short while, and then I'd like to be left alone.